Bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal de dirigeant. Je te rappelle qu'on est au milieu d'une petite série qui parle de management. Et le sujet de cette petite série, c'est comment avoir des managers qui te permettent de te concentrer sur ce qui compte pour toi, chef d'entreprise, la manière dont tu dois le mieux rendre service à ta propre entreprise, c'est-à-dire ta vision, ta stratégie, ta culture et les tâches dans lesquelles tu prends ton pied parce qu'elles font partie de ton talent unique. C'est comme ça que on est un très bon chef d'entreprise. En tout cas, c'est ce qu'on croit dans le ciel, notre communauté d'entrepreneurs et d'intrapreneurs libérés. Alors, aujourd'hui, je vais tourner au 3e épisode et justement, je vais te parler de la 3e voie ou de la voie du management que j'ai découverte après m'être cassé les dents sur les autres formes traditionnelles de management. C'est ce dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, puisqu'on a parlé du management à la pression et du management bienveillant. Dans cet épisode, ce que je te propose, c'est de te raconter mon cheminement. Alors, pourquoi je te raconte mon cheminement? Eh bien, c'est parce que je suis prêt à parier qu'il sera très proche du tien. Et je pense que tu auras déjà connu ce que j'ai connu, ou peut-être une partie de ce que j'ai connu, ou peut-être que en ce moment, tu es en train de buter, comme moi j'ai buté de nombreuses fois, sur le sujet du management. Et donc, le but de cet épisode, c'est de te faire gagner du temps pour que tu trouves plus rapidement que moi comment instaurer un management à la fois respectueux pour tout le monde, c'est-à-dire pour toi, pour tes managers, pour tes collaborateurs, mais aussi respectueux pour ton entreprise, puisque ce sera un management performant, c'est-à-dire un management qui donne des résultats, qui crée de la valeur pour ton entreprise. La première chose donc que je voudrais te dire, c'est que j'ai beaucoup galéré pour trouver le système de management qui aujourd'hui me convient et que j'utilise maintenant depuis de très nombreuses années et que je propose à des managers. C'est je dirais, le 2e job que j'ai dans la vie, c'est de proposer un système de management à des managers. D'ailleurs, on a créé une école, elle s'appelle l'école des managers. Tu peux y inscrire tes managers ou tu peux t'y inscrire toi-même. Pour ça, il suffit de faire un mail à Adélie. L'adresse d'Adélie, c'est adélie@outildumanager.com, outil avec un S. Donc, ce que je veux te dire, c'est que c'est normal de galérer et d'être tenté par ce qu'on nous conseille à droite à gauche et d'osciller en permanence selon les articles que l'on lit ou peut-être les choses qu'on voit sur les médias, entre un management qui met la pression ou au contraire un management qui ne met pas de pression, qui laisse les personnes se débrouiller. Ce que je vais te montrer dans cette rapide petite histoire de chef d'entreprise, ma petite histoire de chef d'entreprise, c'est que moi aussi j'ai galéré là-dedans. On va repartir en arrière, vachement en arrière, c'est le privilège de l'âge, on va repartir fin 98. J'avais donc 30 ans et je commençais ma carrière de dirigeant. J'ai intégré en tant que directeur général une entreprise et puis ensuite j'ai racheté cette entreprise et puis rapidement 2 autres entreprises concurrentes et j'ai créé un petit groupe. Et on va dire qu'à l'époque, ce qui me caractérisait, c'est que j'étais très enthousiaste parce que j'étais très sûr de moi. J'étais sûr de moi parce que j'avais étudié ces entreprises, j'avais étudié le marché sur lequel elles se trouvaient et clairement la création de ce petit groupe d'entreprises faisait sens au niveau stratégique. Il permettait à ces entreprises d'avoir des synergies intéressantes dans le marché sur lesquels elles évoluaient. D'ailleurs, c'est toujours ce petit groupe que je dirige, même s'il a un petit peu changé depuis l'époque. Mais disons qu'à l'époque, donc en 2001, quand j'ai monté mon LBO pour acheter ces entreprises, j'ai pas eu trop de mal à convaincre les banquiers de me suivre dans cette aventure. J'avais pas de mise de fonds personnelle, donc il a fallu être très convaincant. Mais voilà, j'étais super motivé. Et voilà, j'étais persuadé que j'étais bon en stratégie, j'étais persuadé que tout allait bien se passer. Je me souviens même que ce qui m'a rendu le plus cher à l'époque,
et je me souviens encore de cette remarque, c'est la remarque d'un monsieur, d'un acteur britannique du marché sur lequel j'ai évolué, qui était un peu considéré à l'époque comme un requin, un monsieur qui est toujours vivant aujourd'hui, qui est âgé, qui est à la retraite, mais qui à l'époque dirigeait encore une entreprise très importante dans notre secteur. Et un jour, il m'a rencontré, puisque je vendais ses produits sur le marché français, et il m'a dit Cédric, t'es le plus jeune du métier, personne ne te connaissait, et t'arrives, tu retournes complètement le marché, qui était immobile depuis des années, tu rachètes des entreprises, et il me dit I am impressed. Et ça, moi, ça m'avait vachement motivé à l'époque. Ça fait partie des trucs qui m'ont, sans s'en rendre compte, en fait, il avait encore décuplé mon énergie et ma volonté de réussir. Et donc, voilà, à cette époque-là, j'étais professionnellement sur un nuage, tout en ayant quand même un gros endettement à rembourser. Donc, j'avais une forte pression. Mais bon, clairement, j'étais sûr de moi. Je voyais pas comment ça pouvait ne pas fonctionner. Et voilà, honnêtement, je pense que j'avais la bonne stratégie. C'est pas ça. Mais disons que ce qui me sauvait à l'époque, c'est justement peut-être de pas avoir rencontré encore de problèmes de management. En tout cas, j'avais pas appris à faire du management. Ce que j'avais pas compris, en fait, à l'époque, c'est que quand on te dit qu'on te forme au management dans une école de commerce, en fait, on te forme pas au management. On te forme à la stratégie d'entreprise, on te forme au marketing. Les cours s'appellent management, mais voilà, c'est pas la même définition que moi je vais donner au management, qui est gérer une équipe. Et gérer une équipe, voilà, si on t'a pas formé, c'est très très compliqué. Mais voilà, à l'époque, de toute façon, ça me passait complètement au-dessus, puisque je savais même pas, si tu veux, que il fallait se former à cette chose-là. Je me disais, c'est sûrement un truc évident. Il suffit d'avoir la bonne stratégie, de la partager à nos collaborateurs, puis eux, ils sont là pour exécuter. Après tout, ils sont payés pour ça. Enfin, tu vois, tous ces poncifs qu'on entend souvent et qui, en fait, fonctionnent pas très très bien dans la vraie vie. En tout cas, pour moi, ça n'a pas fonctionné très très bien dans les PME que j'avais rachetées. Donc, clairement, j'avais jamais managé de ma vie et je me rendais bien compte qu'il y avait quand même un petit décalage entre ce que je voulais qu'on fasse de la boîte et ce qui se passait vraiment. Je savais fixer des objectifs, je savais les présenter, je savais être convaincant, mais finalement, l'exécution ne fonctionnait pas. Donc, je me suis mis à lire sur le management, et plutôt sur le management anglo-saxon. Et là, encore une fois, ma première erreur, ça a été de lire des bouquins soi-disant de management, mais qui en fait étaient, par exemple, un de mes bouquins préférés à cette époque-là, c'était Ma vie de patron de Jack Welch. J'en ai parlé en prenant le cas extrême de sa manière de manager dans le dernier épisode. Je me souviens aussi d'un livre qui s'appelait Tout est dans l'exécution de Ram Charan. Et tout est dans l'exécution. En fait, ça dit juste, il faut fixer des KPI aux gens, il faut leur dire, puis en fait, ça t'explique comment décliner ta stratégie dans les différentes strates de l'entreprise. Et en fait, dans ces méthodes-là, ce dont on se rend compte assez vite, c'est que tout est basé sur la pure performance et sur l'élimination des maillons faibles, y compris humains. On y glorifie assez fort la compétition interne, la puissance de travail et les processus. Et donc, en gros, à l'époque, mon truc, c'est j'ai la bonne stratégie. Maintenant, la partie exécution marche pas très bien, puisque finalement, ils font pas vraiment ce que je leur demande. Et donc, ma clarification d'esprit à l'époque, ça a été voilà, je dois des sous à la banque, donc il faut que ça crache. Je peux pas me permettre de laisser ma stratégie au point mort. Je suis le boss, c'est donc normal que ce soit moi qui crée la stratégie. Mes employés sont payés pour l'appliquer. S'ils performent, ils sont récompensés. S'ils performent pas, eh bien ils sont punis, entre guillemets, ils sont sanctionnés, etc. Vraiment, c'était ma vision très basique du management, en plus confirmée par certains bouquins que j'avais lus à l'époque. Le problème, c'est que j'étais pas super à l'aise dans ce rôle. Alors, je me disais que c'était le prix à payer pour avoir de la performance,
que c'est tout. Même si j'étais pas à l'aise, fallait que je m'adapte à ce nouveau rôle que j'avais. Mais le truc qui me mettait à l'aise, c'est que j'avais pas l'impression finalement que ça fonctionnait beaucoup mieux qu'avant. Je voyais bien que quand je faisais la réunion trimestrielle ou de début d'année, on m'écoutait religieusement, on me disait que j'avais raison, et ce que je constatais toujours à la fin du trimestre ou à la fin de la période, c'était toujours la même chose, c'est-à-dire que finalement, on appliquait très peu mes consignes, et donc j'étais obligé de faire des entretiens de recadrage de plus en plus tendus. Et je me souviens en particulier d'un entretien tendu avec un ancien de l'entreprise qui a fini par fondre en larmes devant moi. Et j'avoue que j'étais pas fier de moi en fait. Très clairement, mon but ça avait pas été ça. Par contre, je pensais que pour qu'il comprenne ce que je voulais, il fallait juste que je menace, que je lui parle, que je lui fasse peur. Et voilà, c'est pas du tout ma personnalité. Je me souviens aussi que j'étais pas forcément à l'aise quand je passais dans l'entreprise. Je sentais qu'on me regardait dans le dos. Je débarquais dans un bureau, je tombais sur un groupe de salariés qui parlaient à voix basse et qui se dispersaient en baissant les yeux. Ouais, j'étais pas trop à l'aise, mais la performance était pas mauvaise et donc j'étais pas trop inquiet. Le truc, c'était surtout que je me sentais pas bien dans ce rôle de bourrin un peu râleur. Et je me rendais quand même compte que c'est pas comme ça qu'on donne de l'énergie à sa boîte, et que j'allais pas réussir longtemps à porter ce costume. C'était pas ma tendance de fond. Je pense que c'est rarement la tendance de fond de qui que ce soit. En général, on essaye de se convaincre que c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Mais voilà, au fond de moi, je me disais, il y a un truc qui va pas. Je suis sûr qu'on peut faire les choses mieux que ça. Et puis, petit à petit, les performances ont commencé à stagner. Je me suis rendu compte, pas qu'on truandait, mais que finalement, j'avais plus les bons feedbacks du marché. Du coup, je me disais, mais je vais avoir du mal à trouver la bonne stratégie. J'avais des tensions avec certains salariés. Il y avait des tensions entre les salariés. Il y avait très peu de collaboration. Il y avait des gens qui bossaient trop dans leur coin, etc. Et voilà, j'avais l'impression, c'est pas un grand plaisir pour eux de travailler dans la boîte. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais ça va finir en panier de crabe et c'est pas du tout ce que je veux. Et le pire, c'est que à l'époque, j'avais une petite fille handicapée. Je pouvais pas passer tout mon temps à la boîte. Mais du coup, je me disais, qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là et donc, je pouvais clairement fliquer les gens, c'était pas une option. Donc, je me rendais bien compte que ce système de management à la pression sans le flicage qui va avec, c'est vraiment la pire manière de manager. Et donc, ça fonctionnait pas. Et il n'était pas question que, ma famille, c'était ma priorité, ça a toujours été ma priorité. Donc, il n'était pas question que je commence à faire des journées de 12 heures pour surveiller tout ce que les gens faisaient, contrôler tout ce qu'ils faisaient, etc., etc. Et puis, j'ai eu à ce moment-là, au cours de cette période, une rencontre décisive. J'adhérais à un club d'entrepreneurs et ce club a invité un gars qui s'appelle Jean-François Zobrist, que j'ai déjà invité sur le podcast, qui est désormais décédé malheureusement, mais qui était vraiment un type extra et qui était le promoteur de l'entreprise libérée. Il a écrit pas mal de bouquins vachement intéressants sur le sujet. Et puis surtout, c'était un personnage qui te donnait vraiment envie d'y aller, qui te donnait vraiment envie de tester cette manière de faire. Et donc, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, si je réussis à développer ce qu'il dit, cette espèce d'autonomie totale chez mes collaborateurs, c'est clair, je résous à la fois mon problème éthique, c'est-à-dire que je vais mieux me sentir dans ma peau, puisque je vais plus être en permanence en train de les contraindre ou vérifier ce qu'ils font, etc. Et je résous aussi mon problème de temps, parce que si on peut faire confiance aux gens, et finalement, on a moins besoin d'être là à contrôler tout ce qu'ils font. Et donc, je me suis mis à lire tout ce qui me tombait sous la main sur ce sujet. Donc,
les livres dont j'ai déjà parlé, L'entreprise libérée, Liberté et compagnie, etc. Et en tout cas, je trouvais cette idée géniale, l'être humain, en fait, et puis évidente, qui est un être humain. Il est quand même, on est des animaux bien constitués. On a de l'intelligence, on a des ressources, et donc si toutes les personnes de l'entreprise mettent leurs ressources, leur créativité, leur intelligence au service de l'entreprise, ça peut que bien marcher. Et donc c'est la confiance qui va les rendre performants. Alors, tout ça, c'est génial. La théorie est géniale, etc. Par contre, franchement, la mise en application, elle a été super compliquée. En tout cas pour moi, je sais que dans certaines boîtes, ça a l'air de fonctionner, mais pour moi, ça a jamais été super encourageant, voire ça a été assez décevant. À chaque fois que j'ai expérimenté ça, j'étais un peu déçu parce que finalement les performances, elles n'étaient pas au rendez-vous. J'avais trois types de personnes: des personnes qui jouaient le jeu, et avec ces personnes-là, franchement, ça marchait bien du coup. Des personnes qui abusaient, donc là, forcément, là, c'était moins bien. Et donc abuser, ça voulait dire ils arrivent en retard, ils rentrent pas en vacances le jour prévu, ils mélangent tout, c'est-à-dire que j'en ai eu qui ont, qui faisaient des choses personnelles sur le lieu de travail, mais à un niveau très très élevé, en se formant sur des sujets totalement inutiles pour l'entreprise, en empruntant du matériel, tu vois, ce genre de truc, ou des gens tout d'un coup qui décidaient de plus décrocher le téléphone parce que c'est le client râleur qui appelle. Non, personne me dit de décrocher, je décroche pas. Et donc il y a eu ça. Donc ça c'était très frustrant. Puis il y avait aussi l'impression que les plus grandes gueules, mais pas forcément, je dirais les gens qui allaient tirer la boîte dans le bon sens, qui prenaient un petit peu le pouvoir. Donc pas pour le développement d'entreprise, mais surtout pour sélectionner ce qui les intéressait et laisser les autres, les plus consciencieux, faire le boulot à leur place. Bref, il y avait donc les gens qui jouaient le jeu, et ça c'était super, les gens qui abusaient, et puis il y avait aussi pas mal de gens, peut-être les plus nombreux, qui étaient un peu perdus au milieu de tout ça, et qui trouvaient pas bien leur place et qui savaient pas bien ce qu'ils devaient faire. J'avais aussi pas mal de rumeurs et de bruits de couloir, et donc en fait j'avais une meilleure ambiance. Moi je me sentais mieux, mais finalement je suis pas sûr que l'ambiance dans l'entreprise était vraiment meilleure que quand on était sur un mode de management un petit peu plus dur. Donc pour moi ça n'a pas été une expérience fantastique, et donc j'ai eu une période un peu de yo-yo, c'est-à-dire que je lâchais un petit peu les choses, et puis malheureusement ça allait pas dans la bonne direction, donc je revenais avec du management à la pression. Je reprenais ce que j'avais délégué, et je le mets entre guillemets délégué parce qu'en fait je pensais que je déléguais, mais en réalité juste laisser faire les gens, c'est pas ça déléguer. Et donc il y a un moment où, à force de faire le yo-yo en me disant en fait dès que je lâche la bride, je suis obligé de revenir, de remettre en place de la pression, etc., je me suis retrouvé un peu déçu par mes collaborateurs, de me dire mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à être autonomes, et un peu en colère contre moi, contre mon besoin de contrôle, contre mon inquiétude de voir partir mes boîtes dans une mauvaise direction. Et donc cette période de yo-yo un peu chaotique, elle a été assez stressante, mais elle a été aussi assez formatrice, parce que à chaque fois j'ai expérimenté dans le domaine justement de la confiance. J'ai expérimenté des nouvelles choses, et même si au départ l'idée de libération et de confiance me faisait rêver, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ma voie, que c'était pas comme ça que je voulais faire. Mais encore une fois, tu vois, je suis quelqu'un qui note beaucoup, et j'apprenais des trucs en faisant ça. Et puis, et en même temps, j'ai oublié de le dire, je me suis formé au management avec deux Américains qui aujourd'hui sont à la retraite aussi. Et ça m'a aussi donné des rudiments de management que j'avais pas du tout, c'est-à-dire la mise en place de rituels, etc., etc. Donc, je faisais du yo-yo, c'était stressant. Je me disais mais je trouve pas le bon truc.
mais j'emmagasinais quand même de l'expérience, je notais des trucs, et à un moment, je me suis arrêté. Ça a été une période où j'ai pris, ça a été à cette période-là aussi où j'ai pris une période de vacances assez longue, et j'ai fait le point, et je me suis posé des questions. Et les questions que je me suis posées, je les ai retrouvées. En gros, si je résume, c'était comment concilier confiance et performance, comment obtenir plus sans passer plus de temps, comment motiver autrement que par la sanction ou par l'argent, comment être bienveillant mais sans me faire avoir, comment obtenir des résultats mais sans pression, comment être légitime sans dominer par ma position hiérarchique ou par mon savoir, mon soi-disant savoir. Et donc, en posant tout ça, en regardant le système de management que j'avais appris, en combinant tout ça avec mon expérience, j'ai fini par aboutir à ce que je vais appeler une troisième voie, c'est-à-dire un système idéal, celui que j'utilise toujours aujourd'hui dans mon management, que je demande à mes managers d'appliquer dans mes entreprises, et évidemment que je te conseille d'appliquer, puisque c'est celui qu'on enseigne dans l'école des managers dont je parlais tout à l'heure. Si tu veux en savoir plus pour cette école, un petit mail à adeli@outildumanager.com. Et donc, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de faire une croix, parce que ça j'ai bien vu que ça marchait pas, sur la dichotomie entre le management à la pression et le management que je vais appeler bienveillant, qui est un peu un management du laisser-faire, et de créer quelque chose de différent. Et donc, j'ai déterminé 3 grands principes, 3 grands piliers pour mon système de management. C'est ces 3 piliers que je vais te montrer maintenant. Le premier pilier, justement, c'est que je me suis rendu compte que le management, et ça, c'est important de comprendre ça. Ça va te paraître évident quand je vais le dire, mais très souvent, on oublie ça. Le management, c'est un système. C'est pas une intention. Et c'est pas une attitude. Donc une intention, c'est dire oui, mais moi je veux faire confiance aux gens. Oui, mais moi j'aimerais bien mieux les comprendre. Ou non, moi mon idée c'est d'être exemplaire, etc. Tu vois, tout ça c'est de l'ordre de l'intention. Mais si c'est pas inclus dans un système, ça tient pas dans le temps. Une attitude, c'est je suis cool, ou aujourd'hui je vais être comme ça, etc. Tu sais, on te dit faut être bienveillant, par exemple. La bienveillance, c'est une attitude, mais la bienveillance, en réalité, ça veut rien dire. On a tous notre définition, on est tous d'accord que la bienveillance, c'est très bien, mais tant qu'on n'a pas un système, ça fonctionne pas. Donc, l'avantage du système, c'est qu'il te permet d'arrêter de dire je suis comme ceci ou comme cela. Ça permet aussi de clarifier les choses, de ce que c'est que le management. Ça permet qu'il soit reproductible, c'est-à-dire que si le système, je le mets en place et qu'il fonctionne pour moi, ça veut dire qu'il fonctionnera pour un autre manager. Et donc, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut créer une école des managers, c'est parce qu'on a un système à proposer. La deuxième chose, je viens de le dire, c'est que du coup, quand on a mis les choses sous forme de système, eh bien, ça s'apprend. On dit plus, ouais, mais le management, c'est inné. Il y a des mecs qui sont faits pour ça, et il y en a, ils sont pas faits pour ça. Non. C'est juste un système. Il suffit de l'apprendre, il suffit de l'appliquer. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont progresser plus vite que d'autres, mais peu importe. À la fin, ça va fonctionner. Et je sais qu'il y aura toujours des sceptiques autour de ça. Je sais que tu te dis peut-être, non, mais moi, j'ai un exemple de mec, il a pas appris un système et c'est un super manager. Ok. C'est une exception, t'as eu des bols, t'es tombé sur ce mec-là. Moi, ce que je dis, c'est que des bons managers, chez moi, c'est pas une exception. C'est la totalité, parce que c'est un système. Donc, oui, il y aura des sceptiques, peut-être tu es sceptique. Moi, j'ai pour moi, et l'argument majeur, c'est que j'ai la masse des expériences et des chiffres des gens qu'on a formés en ma faveur. Voilà. Donc, c'est pas une intuition que je te donne ça, que je te donne ici, c'est vraiment mon expérience. Et donc, ça veut dire que si tu réussis à apprendre le bon système de management, tu seras un bon manager, point à la ligne. Si tu réussis à faire appliquer les bons systèmes de management à tes collaborateurs, eh bien, ils seront de bons managers aussi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, ce que je voudrais dire aussi quand même, qui est une évidence, encore une fois, mais qu'on oublie tout le temps, c'est qu'une entreprise, c'est un ensemble de systèmes. On a un système pour la vente, on a un système pour la logistique, on a un système pour la comptabilité, un système pour le marketing, etc., etc. Est-ce que on se pose
à un moment la question de savoir si le marketing, la logistique, la compta ou la vente, c'est une question d'attitude ou de don. Non, tout ça, ce sont des choses qui ont été apprises, première chose. Et deuxième chose, puisque l'entreprise est un ensemble de systèmes, est-ce que tu trouves normal que ton entreprise n'ait pas un système pour le management? Parce que pour moi, si elle doit avoir un seul système, le plus important, c'est le système de management. Le système de management, c'est le système master, c'est comme ça qu'on va l'appeler, de toute l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont on fait travailler les gens ensemble. Et donc, ce système de management, c'est la mère de tous les autres systèmes. Puisque pour créer un système marketing appliqué, un système de logistique, comptable, etc., il faut faire du management. Donc, oui, ta priorité de chef d'entreprise, c'est pas de trouver le meilleur système de vente possible, c'est pas de trouver le meilleur système comptable, logistique, etc. Ta première priorité, c'est d'avoir un système de management. Si t'as pas de système de management, tous tes autres systèmes vont fonctionner moins bien. En plus, il y a un truc qui est super sympa quand on a un système pour le management, c'est que ça rend le management mesurable. C'est-à-dire, je t'expliquerai ça dans l'épisode qui va venir, tu vas pouvoir mesurer si le management est en place et la maturité de ton système de management. Parce que le système de management, puisque c'est un système, comme dans tous les autres systèmes, il faut pouvoir mesurer comment il fonctionne. Parce qu'on sait qu'en entreprise, ce qu'on ne mesure pas ne s'améliore pas. Et donc, c'est pas parce que tu as une intention, une attitude envers le management que tout à coup, tous tes managers vont se mettre à manager et à bien manager. Non, il faut le mesurer et c'est ça que va permettre un système. Tu sais, un vendeur, c'est facile de voir s'il vend bien. Un comptable, c'est facile de voir s'il fait bien de la comptabilité. Un manager, comment on fait pour voir qu'il est en train de manager ou de pas manager et comment on fait pour mesurer vraiment si c'est un bon manager ou pas? Pose-toi cette question-là. La seule manière, c'est d'avoir un système de management. Et puis, l'avantage d'un système, dernier avantage d'un système, c'est que ça pose des règles, des rituels et des limites. Bien sûr, ça pose des limites sur ce qu'on peut faire ou pas à l'intérieur de ce système, mais ça pose aussi des limites temporelles. On va voir que très facilement, ce sera l'objet aussi de l'épisode suivant, on peut très facilement fixer une limite de temps sur le management et on va voir que cette limite de temps, elle est en dessous de 10% des gens. C'est-à-dire que avec un système, tu évites que tes collaborateurs, managers, passent tout leur temps à faire du management. C'est mauvais pour eux, c'est mauvais pour la performance, c'est mauvais pour le management. Donc, la création de ce système, ça va permettre que tes managers se respectent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils respectent le temps qui est la denrée dont il manque le plus. C'est ce qu'on a vu dans le tout premier épisode. Le premier problème d'un manager, c'est la gestion du temps. Si tu mets pas de limite au management, le management prend toute la place, puisqu'on lui a pas mis de limite. Et donc, avoir un système, ça permet que le management ne prenne pas tout le temps disponible. On va voir qu'en fait, on est plus efficace quand on limite notre temps de management et qu'il y a plein de techniques pour ça. Je t'en parlerai dans la vidéo suivante. Donc, première fondation, tu l'as compris, hyper importante, primordiale. Ce que je me suis dit à ce moment-là dans ma carrière, je me suis dit, en fait, le management, c'est un système. Faut juste que je bâtisse le bon système. Deuxième fondation, deuxième pilier aussi, ça va être la confiance, parce que je vais me rendre compte qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pas de la bienveillance, c'est ce que je vais appeler de la confiance, mais on va appeler ça de la confiance de type professionnel. Et on va voir que la confiance, le principe, c'est pas de laisser faire tous les gens en disant c'est cool, on a confiance, on fait ce qu'on veut. C'est un autre type de confiance dont je te parle, c'est une relation d'un type particulier entre le manager et son collaborateur, où chacun fait confiance à l'autre, et donc chacun respecte l'autre. C'est la base absolue de ton système de management. Donc on a un système, et ce système, il est basé sur cette confiance professionnelle telle que je viens de la définir. La confiance, c'est la force la plus puissante dans nos sociétés. Stephen Covey avait écrit un pavé là-dessus. La confiance, c'est ce qui permet aux humains de se dépasser, de créer et de vivre ensemble. Si tu enlèves la confiance, toute la société s'effondre. Je
il prend un exemple, un moment très simple, c'est le commerce. Si t'as pas confiance dans le système de paiement, etc., eh bien tout s'arrête. Et en tant que dirigeant, tu peux pas faire l'impasse là-dessus. Si dans ton entreprise la confiance ne règne pas, eh bien elle fonctionne moins bien que si la confiance règne. On va voir que pour pouvoir donner sa confiance, il faut des conditions. Pourquoi ? Eh bien, parce que la confiance, elle se crée. C'est ce qu'on va voir. Elle n'est pas présente à l'état naturel. Mais avant de parler de ça, je voudrais te dire un truc vachement important. C'est que la confiance est 1000 fois plus efficace que le contrôle. Parce que l'alternative à la confiance, c'est le contrôle. Si j'ai pas confiance, je dois tout contrôler. Alors, il y a une phrase qui dit « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Elle est pas fausse, cette phrase. Évidemment que je vais pas te dire, pour faire confiance, c'est l'inverse de ce que je vais te dire d'ailleurs, il faut enlever toutes les limites, tous les contrôles, etc., etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que veut dire la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est même si tu as des systèmes de contrôle dans ton entreprise qui sont nécessaires, de toute façon juridiquement c'est nécessaire, ce ne sont pas ces systèmes de contrôle qui doivent représenter ton management. Parce que cette phrase qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle, elle est trop utilisée. Moi, quand quelqu'un dit cette phrase, dans 90% des cas, en fait, elle est une excuse pour ne pas faire confiance. En fait, c'est une excuse pour dire « Non, mais je te contrôle, mais je te fais confiance. » Bah non, tu me fais pas confiance, en fait. Tu me contrôles. Donc, le contrôle, on l'a vu dans les épisodes précédents, quand je t'ai parlé du management à la pression, on l'a vu dans le partage d'expérience que je t'ai fait, ça prend beaucoup de temps aux dirigeants et aux managers. Et on a vu que à l'excès, ça transforme tes collaborateurs en zombies. Et donc, tu te retrouves avec un système de contrôle qui te coûte plus cher que si tu contrôlais pas. C'est ça que ça veut dire quand je te dis la confiance, elle coûte plus cher que le contrôle. Mais je vais aller plus loin. J'aime bien une règle que j'ai appelée la règle des 3%. Alors, c'est pas forcément 3%. Tu vas peut-être me dire c'est 5 ou c'est 10 parce que tu es moins optimiste que moi. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que c'est un petit pourcentage. Le petit pourcentage, c'est le pourcentage de gens qui sont malhonnêtes dans une population. Moi, je pense de fondamentalement malhonnêtes. Il y a 3% des gens. Tu prends 100 personnes, il y en a 3 qui vont être malhonnêtes. Tu as 50 personnes dans ton entreprise, tu en as 1 ou 2 de vraiment malhonnêtes, etc., etc. Tu vois, alors c'est peut-être 5, encore une fois, c'est peut-être 8, j'en sais rien. Il y a peut-être toujours une personne malhonnête dans le truc. Ok. Le problème, c'est que si tu crées un système de management juste pour piéger les 3% de malhonnêtes, en fait, tu es en train d'emmerder 90%, 97% de tes salariés en qui tu pourrais avoir confiance. C'est un petit peu un syndrome qu'on a en France, c'est que on veut tout régir, on fait des lois sur tout. Et ces lois, qu'est-ce qu'elles font comme malheur dans la société? C'est qu'on a l'impression d'être contrôlé tout le temps, d'être emmerdé tout le temps. Ça tue, en fait, ça tue notre créativité, notre intelligence, notre débrouillardise, etc., etc. Et donc, moi, je pense que fonder ton management sur du flicage, c'est le pire que tu puisses faire. Je préfère que tu fondes ton management sur de la confiance. Comme je le disais, c'est une confiance particulière, c'est une confiance qui se crée. L'autre erreur avec la confiance, c'est de se dire « moi, je vais faire confiance ». C'est-à-dire que finalement, je vais pas assumer mon rôle de manager. Souvent, les gens qui me disent « non, mais moi, je manage à la confiance », en fait, juste, ils font rien. Ils laissent leurs collaborateurs en disant non, mais ils sont intelligents, ils vont se débrouiller, etc. C'est pas ça non plus. D'abord, la confiance, elle n'existe pas a priori. La première fois que tu rencontres un autre être humain, tu rencontres juste un autre être humain, tu sais pas s'il est digne de confiance. Qu'est-ce qui va faire que tu vas devenir confiant en lui et que lui, il va avoir confiance en toi, eh bien, c'est le temps que tu vas passer avec lui et surtout la manière dont tu vas passer ton temps. C'est de ça qu'on va parler aussi dans un épisode futur où je te dirai un petit peu comment ça va marcher. Donc, c'est quoi cette histoire de confiance réciproque? C'est ce que je disais tout à l'heure. La confiance réciproque, ça veut dire qu'elle se renforce. Plus tu vas connaître ton collaborateur, plus tu vas réussir à le comprendre et plus tu seras capable de lui faire confiance. C'est-à-dire que au lieu de le juger de l'extérieur sur peut-être des résultats qui sont pas bons ou juste sur un truc qui s'est mal passé une fois, tu vas connaître un petit peu mieux ce qui s'est passé. Du coup, tu vas
mieux comprendre et donc tu vas avoir une meilleure confiance. Et toi, il va mieux te percevoir parce qu'il va se rendre compte aussi que tu es capable de l'écouter, etc., etc. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas exigeant. Il ne faut pas confondre la confiance et la négligence. Moi, je te parle d'une confiance exigeante parce qu'en fait, on va voir que ce que veut ton collaborateur, c'est que tu sois exigeant, c'est ce qu'il attend de toi. Mais tu vois, c'est cette confiance réciproque qui va faire que de plus en plus, eh bien, ça se passera bien, y compris au niveau performance. Et puis, il y a un truc qui est vachement important pour tes managers, c'est qu'au lieu de devoir se positionner en supérieur hiérarchique, c'est-à-dire quelqu'un à qui on a mis un badge, et puis du coup, il faudra lui obéir juste parce qu'il a un badge, il y a personne qui respecte ça, il y a personne qui est crédible juste parce qu'il a un badge, eh bien, ils vont pouvoir avoir une autre position qui va être plus efficace et évidente. Cette position, c'est « je suis là pour te mettre en condition de réussir ». Tu vois, ça, c'est la confiance absolue. Une fois que tu arrives à être perçu par ton collaborateur comme quelqu'un qui est juste là pour évidemment être exigeant sur les performances, mais surtout pour le mettre en situation de réussir, eh bien la relation professionnelle, elle devient excellente et elle devient productive. Donc tu vois, la confiance, c'est ça. Par contre, ce que je veux te dire dès à présent, c'est que tu as besoin d'un système. Pourquoi ? Parce que la confiance, elle n'existe pas à l'état naturel. Et donc, il faut que ton système génère de la confiance. Et aussi parce que la confiance, c'est progressif et que tu vas pas pouvoir directement passer de manager ayant un niveau 0 de confiance avec ses collaborateurs au manager ayant le niveau 100. C'est quelque chose qui se construit et qui est progressif. Et c'est pour ça qu'on a un système. Donc, deuxième pilier, la confiance. Premier pilier, c'est un système. Deuxième pilier, il est fondé sur la confiance. Et puis, la troisième fondation, c'est ce que j'ai appelé la culture, parce que, on l'a vu, ton système de management, dans un premier temps, il va générer de la confiance, parce que si on n'a pas, je dirais, la base qui est la confiance, on ne pourra pas construire la culture. Mais le rôle de cette confiance, c'est pas juste que les gens ont confiance entre eux, c'est que ils ont confiance entre eux et du coup, ils créent de la performance. Et donc, pour créer de la performance, on va créer une culture de la performance qui sera basée sur la confiance qu'on a créée. Ce que je vais tout de suite faire, parce que le mot culture, ça peut faire un peu peur et ça peut sembler abstrait, c'est te donner une définition du mot culture dans l'entreprise. Je vais déjà te dire ce que c'est pas la culture. La culture, c'est pas ce que tu as mis dans ta plaquette, c'est pas ce que tu affirmes dans ton rapport annuel, c'est pas ce que tu dis à tes clients en disant oui, moi dans mon entreprise, on a une culture du travail bien fait, blablabla. Ça, ce sont des paroles. Ça n'est pas ce que tu affiches sur tes murs de réunion. C'est pas parce que tu mets des posters en disant, enfin, ça aide, hein, ça gâche rien de mettre, nous avons une culture du résultat. Mais tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du blablabla. La vraie définition de la culture, elle est ici. Elle vient de s'afficher sur ton écran. Là, juste ici, c'est la culture et la somme des comportements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un comportement ? C'est la manière de faire les choses dans ton entreprise. C'est l'expérience qu'on a quand on visite ton entreprise ou qu'on y travaille, quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit ? Que font les gens ? Comment se comportent-ils ? Est-ce qu'ils travaillent ? Est-ce qu'ils travaillent ensemble ? Est-ce qu'ils sourient ? Est-ce qu'ils collaborent ? Est-ce qu'ils se parlent franchement ou avec du respect ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans ton entreprise ? Eh bien, on ressent la somme des comportements qui sont dans l'entreprise. Et ce mot-là, comportement, dans le système de management dont je suis en train de te parler, il est absolument fondamental. À la place de culture, j'aurais pu mettre comportement. En fait, tu vas utiliser un système qui crée de la confiance. Une fois que cette confiance sera établie, et une fois seulement que la confiance sera établie, tu vas pouvoir commencer à agir sur les comportements de tes collaborateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de mettre leur intelligence au service de l'entreprise en observant leur comportement et en leur disant, en leur donnant ce qu'on appelle un feedback, en leur disant, tu vois, quand tu fais les choses comme ça, c'est positif, il faut que tu continues. Par contre, quand tu fais les choses comme ça, quand tu auras observé un comportement qui nuit à la performance de l'entreprise, eh bien, tu leur demanderas de l'ajuster.
Donc, tu ne vas pas chercher à changer les pensées de tes collaborateurs, parce que les pensées de tes collaborateurs, tu les connaîtras jamais. Elles sont au fond de leur crâne, c'est pas la peine, t'es pas un psy. Par contre, leur comportement, ça, tu peux les voir, et ça, tu peux les commenter. Mais tu ne peux les commenter qu'une fois que tu as mis en place la confiance, sinon ils t'écouteront pas, ou ils prendront ça pour de la pression. Et donc, un bon manager, il cherche pas à changer les pensées de ses collaborateurs, il cherche pas à les manipuler parce qu'il va vite être repéré si c'est un manipulateur. Il va pas leur mentir, il va juste leur expliquer très clairement les effets de leur comportement en termes d'impact sur la performance et ce qu'il attend d'eux en termes de comportement en leur donnant un feedback sur leur comportement. C'est-à-dire que à un moment, il va dire, tu vois, quand tu fais comme ça, eh bien voilà ce qui est positif. Et quand tu fais comme ça, voilà ce qui est négatif. Autrement dit, puisque la confiance est établie, il va leur dire, je te fais assez confiance pour te dire comment tu peux évoluer. Et donc, ils vont prendre comme exemple le passé de ce collaborateur, ce qu'il a fait dans la semaine, etc., ou le présent, et ils vont dire, à l'avenir, ce serait mieux que ce soit comme ça, et donc je te fais confiance, je t'en parle parce que je te fais confiance. C'est hyper important que tous tes collaborateurs, tous tes employés aient un feedback sur leur performance. En fait, ils n'attendent que ça, que quelqu'un leur dise s'ils font bien ou s'ils pourraient mieux faire. Et souvent, on n'ose pas leur dire, ou on leur dit d'une manière qui génère du rejet. Donc ça s'apprend évidemment à faire le feedback, on a une méthode pour ça. Donc, le rôle des managers, au bout d'un moment, une fois que tu as créé la confiance, que tu as fait suffisamment de feedback, eh bien, il va changer. Il va juste être de les mettre en condition de réussir en les coachant et en faisant en sorte que leur environnement reste un environnement qui leur permet de performer. C'est-à-dire que tu vas atteindre un degré de maturité qui est acquis parce que tu as créé la confiance, ensuite que tu as créé la culture, qui va te permettre d'éviter tout pipeau inutile. Tu vas avoir dans ton entreprise, à travers tes managers, une culture où les collaborateurs ont un comportement qui génère de la valeur. Et là, tu sauras que tu as gagné. Mais ça, c'est la fin. Tout ça, ça se met en place progressivement. Le système de management, il est fait pour créer la confiance, modifier les comportements, faire évoluer la culture, pour enfin arriver à la culture que tu voulais dans ton entreprise. Et une fois qu'elle est là, c'est génial. Parce que toute personne que tu vas faire rentrer dans ton entreprise, d'abord tu vas mesurer avant de la faire rentrer si elle est compatible avec ta culture. Et du coup, comme tu l'as défini ta culture, ce sera beaucoup plus facile à faire les entretiens de recrutement. Et puis tu pourras l'expliquer beaucoup mieux aux collaborateurs pour qu'ils sachent dans quoi il va débarquer. Et tu n'auras moins besoin d'agir en tant que manager sur cette personne, puisqu'en fait, les autres collaborateurs vont eux aussi contribuer à façonner la culture de cette personne. Là, tu sauras que tu as gagné au niveau système de management, que tu as créé des super équipes. Voilà, donc 3 piliers, je répète. Le management, c'est un système basé sur la confiance qui a pour but de générer une culture de la performance. C'est super simple à dire, c'est plus compliqué à faire, sinon je serais pas en train de te parler. Mais ce que je veux te dire à ce stade, on arrive au bout de cet épisode, de ce 3e épisode, c'est que c'est un système qui respecte à la fois les collaborateurs, les managers et l'entreprise, parce que il respecte les employés. Pourquoi ? Parce qu'il leur parle comme à des adultes, sans les manipuler, sans leur mettre de la pression. Ils respectent les managers parce qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes de temps et pas se laisser envahir par des problèmes de personnes ou de management, parce que il y a un système et donc ça limite le temps et l'énergie qu'ils y mettent. Et puis toi, surtout, ça te respecte parce que ton entreprise génère la performance en toute autonomie. Et si je te dis tout ça, le jour où tu trouves ça, eh bien, tu sais que tu tiens un truc super important. Je te l'ai modélisé ici à droite de ton écran. On a un système qui génère de la confiance sans pour autant occuper tout le temps disponible. Cette confiance va permettre de mettre en place la culture. Cette culture va être intégrée dans le système, puisqu'on pourra mieux la définir. Et elle va renforcer la confiance. La confiance permettra de renforcer le système. Et en fait, tu as un système vertueux qui se maintient et qui s'améliore en permanence au niveau management. C'est ça que j'appelle un bon cercle vertueux au niveau management. C'est ça qui permet d'avoir un management qui soit à la fois respectueux et qui génère de la performance. On est à la fin de cet épisode. Dans les prochains épisodes, parce que je vais reprendre chaque pilier, je vais te donner mes recommandations pour un management respectueux et performant. Si tu es chef d'entreprise, si tu es manager et que tu as un intérêt pour l'école des managers, fais un petit mail à Adélie
outils au pluriel du manager.com. Je souhaite une excellente semaine. À bientôt.